Bonjour à toutes et à tous. On n'est pas très nombreux, mais on va faire en petit comité finalement, cette fois c'est peut-être plus intéressant. Donc je me présente, Philippe Marcel, directeur technique Captronic au niveau national. Captronic, association loi 1901, qui accompagne tout ce qui est PME, PMI, ETE, pour mettre de l'électronique et des systèmes embarqués dans les process et les produits. Voilà. Et accessoirement, j'ai un passé en tant qu'expert en traçabilité agro et en ERP agroalimentaire. Alors, on va attaquer cette table ronde. Je vais vous laisser vous présenter un par un, puis après on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, Guillaume Joyot, je suis secrétaire général de Numagri. C'est une association qui a été créée il y a 1 an et demi maintenant et qui regroupe des acteurs du monde agricole, donc des syndicats agricoles, les coopératives, ainsi que des représentants des filières, et qui a pour but de travailler sur la standardisation et l'interopérabilité des données dans le secteur agricole, sur lequel on a des gros enjeux pour fluidifier tout ce qui est communication et échange de données. Merci. Loïc Cadu, responsable commercial développement de Numalim. Numalim est la plateforme numérique de la donnée alimentaire, une initiative née des acteurs du secteur, donc rassemblés dans une gouvernance large avec la coopération agricole regroupée, les acteurs de la transformation, les industriels, la distribution et également les associations de consommateurs, et soutenue par les pouvoirs publics. Donc cette plateforme numérique de la donnée alimentaire est basée sur 3 piliers. Un premier pilier qui est un référentiel de données, d'informations produits agroalimentaires, des données qui sont contrôlées, sur lesquelles nous avons apporté une couche servicielle de fiabilisation et d'enrichissement de la donnée. Un deuxième pilier, le hub, qui est une place de marché, d'échange de données et de services destinés aux 18 000 acteurs de l'agroalimentaire. Et un troisième pilier, c'est l'accompagnement par la formation et le conseil autour de la sensibilisation et de la valorisation de la donnée. Voilà, merci de votre présence et de votre écoute. Sten. Bonjour, donc moi c'est Sten Gazenek, je suis donc le directeur commercial Europe de Climate Corporation. Donc Climate Corporation, c'est une société, une division de Bayer Crop Science qui met à disposition et met en marché une plateforme digitale d'agriculture de précision qui s'appelle FieldView, qu'on déploie donc dans un certain nombre de pays en Europe. On est présent sur 4 millions d'hectares environ aujourd'hui en Europe. Et la vocation de cette application, c'est de permettre à l'agriculteur de rassembler en fait l'ensemble de ces données agronomiques, ou un maximum de données agronomiques qui sont récoltées aujourd'hui par son machinisme propre, son machinisme agricole propre, et de les mettre à disposition d'une façon assez simplifiée et qui lui permettent du coup de prendre des décisions optimisées pour optimiser ses pratiques agricoles, optimiser ses rendements, et puis aussi répondre aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain le mieux possible. Voilà. Ok, merci. Alors maintenant, on va rentrer dans le détail de ces 3 plateformes, parce que déjà, vous voyez, il y a déjà 3 plateformes. On va essayer de comprendre un petit peu à quoi elles servent, comment elles sont structurées, comment elles échangent. Tu commences sur la part Numagri. Donc oui, alors on n'est pas à proprement parler une plateforme. Pour le coup, nous on est plutôt un écosystème. L'idée qu'il y a derrière Numagri, ce sont des acteurs entre guillemets traditionnels du secteur agricole. On a les syndicats agricoles, les coopératives, les interpros, et c'est de voir avec ces acteurs-là comment est-ce qu'on peut faire émerger des problématiques de standardisation des données, et sur la base de cas d'usage, du coup, faciliter l'implémentation de standards, puisque en fait, ces acteurs ont des réseaux qui sont quand même importants, des connexions avec la plupart des acteurs économiques qui sont membres des interpros, et ça permet de faciliter tout ce qui est implémentation et déploiement, puisque notre gros enjeu, au-delà de faire un standard technique, c'est quand même de le déployer. Et c'est pour ça qu'on Numagri a été est à l'initiative de ces acteurs et s'appuie sur leur réseau pour pouvoir communiquer et déployer tous les volets standards. Aujourd'hui, on a plusieurs cas d'usage qui sont lancés, notamment avec les filières laitières sur l'alimentation des vaches laitières,
un travail aussi sur la mise en avant de la durabilité du soja produit en France, qui est non OGM, qui n'implique pas de déforestation et qui du coup a un bilan carbone potentiellement plus intéressant. Donc c'est ces points-là aussi qui sont du coup s'inscrivent dans les objectifs des filières et sur lesquels on vient appuyer avec des outils numériques et apporter une réflexion sur comment on va utiliser les données qui sont présentes dans le secteur agricole, puisqu'en fait il y en a déjà énormément, et comment est-ce on met en place un écosystème pour structurer et fluidifier l'information et qu'elle remonte jusqu'à l'ensemble des acteurs qui en ont besoin. Merci. Alors, tu prends la suite de la chaîne. Tout à fait. Bien, nous sommes plutôt sur la partie amont, la partie agroalimentaire. Nous sommes une société sœur, je dirais, à l'écosystème de AgData Hub, qui est une plateforme sur la donnée agricole. Et je tiens à préciser que Numagri est sociétaire de Numalim. Hein, donc, quand on parle de représentants et de gouvernance large, également, nous ne sommes pas uniquement une plateforme, mais nous voulons être l'animateur d'un écosystème de la donnée alimentaire. C'est l'objectif à travers des outils. C'est de venir aider les entreprises à mieux maîtriser et valoriser leurs données pour dans l'optique de les accompagner dans la transition environnementale, la transition alimentaire, l'objectif final étant justement de mieux répondre, anticiper les besoins des consommateurs, les attentes et besoins des consommateurs. Voilà, à travers ces outils-là. On reviendra peut-être sur d'autres questions pour être synthétique. Oui, donc la plateforme FieldView en fait, donc de Bayer, la vocation au départ de FieldView, c'est d'aider l'agriculteur à mieux utiliser ses propres données. Parce qu'on sait que l'agriculteur produit un certain nombre de données, il y a beaucoup de besoins de données en extérieur aussi dans son écosystème, mais lui-même, en tant que producteur de données, a beaucoup de lacunes sur l'utilisation de ces données-là. Tout son machinisme produit des données, donc sa moissonneuse-batteuse produit des données, son semoir produit des données, son pulvérisateur produit des données, etc. Donc toutes ces données sont disponibles, elles sont présentes quelque part, mais lui, très souvent, ne sait pas en fait les agglomérer, les utiliser, les comparer entre elles et en tirer des conclusions. Et la vocation de FieldView, c'est de permettre en fait de retirer des données d'origine multiples et de les mettre ensemble afin d'aider l'agriculteur à regarder en fait ce qui se passe dans son champ, dans sa parcelle, et de visualiser quel est l'impact direct sur son rendement de telle ou telle pratique agricole. Il peut le voir au bout d'une campagne, il peut très bien savoir, il peut très bien réaliser ce qui se passe exactement dans sa parcelle. Et il peut ajuster. L'année suivante, il peut ajuster en fait les pratiques en fonction de ce qu'il a appris pendant la campagne précédente. Donc c'est extrêmement concret pour l'agriculteur, et donc son utilisation, son bénéfice est justement dans l'optimisation de ses pratiques et du coup aussi l'optimisation de son système de production. Voilà. Donc en fait on a 3 plateformes, j'essaie de comprendre, hein, parce que le système, je ne sais pas vous, mais il n'est pas toujours évident. Déjà l'interaction entre la plateforme de Sten et la tienne, c'est pas déjà très clair. Donc si vous essayez de préciser un peu. Alors, je vais aussi associer à la réflexion en fait AgData Hub, qui est la plateforme qui s'occupe du secteur agricole, enfin des données du secteur agricole. C'est avec lequel on travaille en étroite collaboration, puisque c'est un de nos prestataires techniques principaux, avec lequel on a des contrats d'objectifs et de moyens, et c'est eux qui interviennent sur le volet standardisation également. Numagri est une association qui vient coordonner les projets autour de la standardisation agricole. Créer l'environnement pour que les acteurs puissent faire émerger des sujets de standardisation. On s'appuie sur un opérateur technique qui prépare et qui formalise ces cas d'usage, et ensuite on les confie à des organismes de standardisation.
derrière ce volet de coordination politique, on a aussi la représentation, on assume la représentation du secteur agricole et des filières des interpros auprès de la société Numalim. Et donc là, on a un rôle politique pour représenter les intérêts de ce secteur agricole. Il y a une connexion particulière également entre AgData Hub et Numalim, qui, pour le coup, AgData Hub permet de faire transiter l'ensemble des données du secteur agricole et d'assurer la continuité jusque vers le volet agroalimentaire dont s'occupe Numalim. Tout à fait, puisque à horizon 2022, les deux plateformes seront interconnectées. L'objectif étant d'avoir justement une circulation de la donnée, comme on dit, de la fourche à la fourchette, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Et Sten, dans ce paysage de plateforme, vous positionnez comment alors du coup ? Alors c'est une très très bonne question. Donc en fait, on se positionne comment ? C'est-à-dire en fait que nous, on ne produit pas vraiment de données, d'accord ? Donc on récolte juste des données qui sont produites par l'agriculteur. Ensuite, les données sont récoltées au départ par des machines-outils qui proviennent d'autres fournisseurs. Elles sont mises à disposition de l'agriculteur et l'agriculteur les met à disposition de cette plateforme. Donc la plateforme est justement uniquement un endroit où on visualise les données qui sont propriétaires de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, on a par exemple pas le droit, nous, de diffuser en fait les données qui proviennent qui rentrent dans FieldView. On ne peut pas les diffuser à l'extérieur, vers une société tierce ou vers une organisation tierce, sauf s'il y a consentement de l'agriculteur. L'agriculteur décide de la destination de ces données, il décide qui pourra demain utiliser ces données, ses propres données. Donc je pense que aujourd'hui, on s'inscrit en fait dans une discussion, je pense avec Datagri et puis avec Numagri. On est rentré dans une discussion à savoir comment on peut essayer effectivement, comment est-ce qu'on peut collaborer dans l'avenir pour essayer de faciliter aussi la diffusion des données en fait qui proviennent d'agriculteurs et pour les rendre utiles vers pour d'autres acteurs de la constellation d'utilisation de données qui vont se matérialiser auprès de l'agriculteur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est au début de la discussion. On est dans une situation de collaboration. Mais alors de là à dire qu'aujourd'hui ou que demain ou dans 10 mois ou dans 12 mois ou dans un an, les données de FieldView rentreront ou circuleront vers Numagri, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Voilà. Si je simplifie, finalement, tu vas récupérer toi, des données ou des informations de process agriculture, alors que vous générez plutôt des informations d'origine ou de suivi Alors nous, on ne génère pas d'informations, et en fait, on intervient en termes de coordination, et la plateforme AgData Hub, elle n'en génère pas non plus, elle les collecte du côté des agriculteurs. C'est un hub qui vient simplifier la circulation. Mais par contre, il y a un point qui a été évoqué, qui est hyper important, c'est la question du consentement, en fait. Puisque l'agriculteur est, dans beaucoup de cas, la personne qui est à l'origine de la production de ces données-là. Et c'est des données qui relèvent à la fois de son activité économique, dont on a une protection industrielle à apporter, et puis le secteur agricole étant ce qu'il est, où il y a un éclatement et un lien très fort avec la vie privée des exploitants, on tombe aussi très rapidement dans le champ des données personnelles. Ces questions du consentement, elles sont primordiales dans notre écosystème pour créer de la confiance. Et sans cette confiance, on n'arrivera pas à faire circuler correctement les données pour les valoriser au bénéfice de tous. Et ça fait partie la gestion du consentement fait partie des prérequis pour que nos écosystèmes de plateformes du secteur agricole puissent fonctionner correctement. Je me permets de rebondir également. Nous non plus, nous ne générons pas de la donnée. Nous amenons une structure. Nous proposons aux entreprises de l'industrie agroalimentaire une structure qui leur permette d'importer leurs données, de bénéficier d'un service de contrôle qualité, un diagnostic qualité de leurs données, un service de fiabilisation, enrichissement automatisé et benchmarking. Ceci grâce à notre partenaire
partenaire technologique ConsoTrust qui a développé, je dirais, de l'intelligence artificielle là-dessus. Et là où nous rejoignons la plateforme Hack Data Hub, c'est nous proposons également une plateforme d'échange de données et de services sur la partie agroalimentaire. Voilà. Alors, moi, je me place de deux points de vue, de l'agriculteur et du consommateur. Alors, qui va utiliser la plateforme? Alors, côté Numagri, j'ai bien compris. Et côté consommateur? Alors, consommateur, nous sommes vraiment une plateforme B2B. L'objectif, justement, c'est, à travers ces outils, de redonner de la confiance entre les différents acteurs de l'écosystème pour permettre de mieux d'apporter une donnée enrichie, augmentée, de qualité, avec une meilleure diffusion de cette dernière qui est, je dirais, un des enjeux pour l'amélioration produit à destination du consommateur. Donc c'est vraiment B2B. Mais in fine aussi pour le consommateur, lié à cette donnée fiable et qui participe justement à une meilleure traçabilité, à améliorer des sujets de système de traçabilité. Alors, je peux poser peut-être une question, parce vous êtes sur des secteurs qui sont difficiles vis-à-vis de la représentation aujourd'hui dans les médias, que ce soit l'agriculteur, l'agroalimentaire. Est-ce que ces plateformes sont là pour... D'abord, tu as parlé de confiance, et je pense que c'est le plus important. C'est comment redonner confiance, finalement, à ces deux secteurs d'activité. Alors, moi, la question de la confiance, elle est vraiment sur les agriculteurs envers leurs prestataires. Parce que globalement en Europe, pour faire simple, il y a 10 millions d'exploitations agricoles et il y a quelques prestataires. On est sur des marchés très concentrés. Par exemple, l'agroéquipement, il y a 6 ou 7 fournisseurs. La chimie, c'est à peu près pareil. Donc, on a des asymétries de pouvoir de marché et de connaissances qui sont hyper importantes. Donc, et malgré tout, il n'est pas question de s'opposer à la circulation des données. On est convaincu que la transition du secteur agricole, elle se fera aussi grâce à l'apport des nouvelles technologies du digital, et que sans ces technologies-là, on ne passera pas les objectifs qui peuvent être donnés dans les différentes politiques européennes, que ce soit la PAC ou le Green Deal. Donc on a besoin de ces technologies-là, il n'y a aucun doute, et on a besoin que les informations circulent. Là où on veut intervenir, en fait, c'est notamment sur la création d'un climat de confiance qui va permettre aux agriculteurs d'accepter que les données de leur exploitation puissent être utilisées par des tiers. Et pour cela, ça nécessite du coup qu'ils aient une maîtrise sur l'usage des données, qu'ils aient une connaissance des usages qui peuvent être faits par les prestataires. Et à partir du moment où les prestataires font des usages qui ne portent pas préjudice à l'agriculteur, il n'y a aucune raison qu'ils s'opposent à leur usage. Et ça permet du coup de faciliter la circulation des données, de maximiser la valorisation, éventuellement jusqu'au consommateur, puisque c'est le sujet qu'on parle avec Numalim. Nous, on a aussi d'autres sujets internes au secteur agricole, c'est la question de l'optimisation des moyens de production. Et pour ça, on doit mobiliser un certain nombre d'OAT, un certain nombre d'objets connectés. Et du coup, on a les mêmes problématiques de circulation, de confiance et d'interopérabilité. Dans notre mission, un petit peu de confiance, de redonner de la confiance ou d'aider les entreprises dans cette tâche-là, c'est déjà l'essence même ou la structure même de Numalim, qui est une SKIC, une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui, je dirais, dans son modèle de gouvernance large et représentative, participe au développement de la notion de bien commun. Donc une forme de neutralité quelque part, du moins complète, et surtout vraiment à l'initiative des industriels. Cette confiance-là, elle est vraiment par rapport à, sur la base déjà d'avoir je dirais des données fiables et alors qu'on dit fiables, qui sont soit corrigées, soit pas manquantes, d'une part, des fois c'est sur la base déjà des données réglementaires, et on va aller plus loin, puisque aujourd'hui le consommateur est demandeur de données développement durable, RSE, donc ce sont des nouvelles données qu'on apporte là-dedans, qu'on aide pour les industriels à constituer, à améliorer leur information produit, et avec des outils à mieux
la diffuser et la faire circuler entre eux, mais vis-à-vis, on parle aussi des distributeurs, et les distributeurs, in fine, le consommateur va aller chercher sa donnée sur les sites e-commerce, à travers toutes les applications qui ont un impact fort dans la consommation. On ne va pas les citer, mais voilà. Donc, c'est aider l'ensemble de cet écosystème avec un lieu central de données propres et sur lequel chacun va pouvoir venir importer ou collecter ces données-là. Et de notre point de vue, en fait, c'est la confiance par la preuve par l'agriculteur. Pour l'agriculteur, ensuite, il peut effectivement, comme je disais tout à l'heure, il est capable de visualiser ces modifications de pratique, ces changements en fait, d'itinéraire technique, son optimisation de l'utilisation de ces intrants. Il est capable de démontrer l'effet de ces changements à qui que ce soit au bout d'une campagne. Et ça, c'est un élément qui est fondamental quand il va aller voir la COP ou la filière, ou quand il veut parler à des consommateurs, le cas échéant, il est capable de démontrer ce qu'il a fait et ce que ça a apporté. Donc il y a un élément de traçabilité aussi là-dedans qui est très important. Voilà. Donc finalement, il y a plusieurs, j'allais dire, notions de confiance. Il y a celle des gens de la filière entre eux, pour in fine servir la confiance du consommateur, c'est ça ? Tout à fait, du moins moi c'est ce que j'en comprends à travers nos témoignages. Moi j'ai quand même une question pour Sten, on s'est un peu parlé tout à l'heure. C'est vrai que porter l'étiquette Bayer, ça pose, et on parle de RSE, ça pose question, mais voilà. Ouais, ça pose question, évidemment. C'est pas facile, parfois il faut que je me cache. Hein. Non, je rigole, c'est pas vrai. En fait, une société comme Bayer ne peut pas vivre à contre-courant, évidemment, des grandes tendances sociétales, c'est évident. Et donc, on estime que c'est notre devoir depuis toujours, mais aussi aujourd'hui. Donc, c'est notre devoir d'accompagner et même de suppléer en fait aux besoins du monde agricole dans son contexte. Donc, on estime en fait aujourd'hui, Bayer met énormément d'investissements justement dans cette plateforme digitale pour aller plus tard. Donc, déjà pour permettre aux agriculteurs de mieux utiliser les intrants d'aujourd'hui, mais aussi pour demain proposer des services qui vont totalement en fait dans le sens du Green Deal ou totalement dans le sens d'une meilleure intégration dans les enjeux sociétaux auxquels ils font face. Donc on est au début, on est vraiment au début d'un grand changement, je pense, pour Bayer. Donc Bayer, c'est un nom qui est parfois difficile à porter, bien sûr, mais d'un autre côté, en fait, on prend l'habitude de le porter. Et ça n'empêche qu'on est un acteur aussi fondamental d'un changement positif en fait, pour l'agriculteur et pour la société. Voilà. Merci. On peut continuer les questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Vous n'avez pas de questions particulières ? Oui ? Je vais traduire la question, alors sinon, je bouge. Merci. Une première question qui porte sur... on sent bien que vous connectez les données de l'agriculteur jusqu'à la transformation alimentaire. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans des projets de transition alimentaire, c'est-à-dire aller jusqu'au consommateur? Et est-ce que dans chacune de vos démarches, il y a une idée aussi de labellisation, puisqu'il y a la confiance, mais il y a aussi la transparence que permettent les différents acteurs que vous sollicitez dans vos démarches? Est-ce qu'il y a aussi une idée de label derrière qui serait proposée par vos structures? Alors, nous, on ne va pas créer de label. Par contre, on va venir appuyer les démarches des interpros. Je parlais tout à l'heure du soja. Finalement, le soja français, c'est un label en soi. Ça correspond à un cahier des charges qui a déjà été travaillé par les acteurs membres de l'interprofession. Et on va venir appuyer et améliorer la traçabilité et la mise en œuvre de ce label. Alors, on ne va pas amener de label, comme vous l'avez compris, on va être B2B, mais aujourd'hui, on a des réflexions et des assez fortes ou engagées sur la partie standardisation et badger une donnée qui a été diagnostiquée, contrôlée et fiabilisée.
On parlait d'un tampon en disant, voilà, même on pourrait aller plus loin dans des réflexions, justement d'aller travailler avec la DGCCRF, des gens, des certificateurs, hein, des organismes tels qu'on les connaît, les grands, je ne citerai pas de nom, pour à un moment amener justement un poids et une valeur dans ce traitement de qualité de la donnée. Voilà. Je ne peux pas trop en dire plus, mais il y a des réflexions, voilà. Moi, j'ai une question, c'est sur la partie, effectivement, est-ce que vous êtes franco-français, européen, et au niveau mondial, comment ça va se jouer? Alors, au niveau de Numagri et de Hack Data Hub, c'est des projets qui partent des fonds de recherche agricoles français. En fait, Hack Data Hub, c'est un projet qui a été porté par le CASDAR, donc des projets de recherche à la base. Numagri, ça fait suite à des réflexions internes au niveau des organisations agricoles. Donc, c'est plutôt de nature française. Néanmoins, on échange énormément avec nos collègues européens, avec lesquels on partage les orientations qui sont prises. Et puis, à travers aussi le projet Gaia X, il y a donc il y a des groupes de travail agricoles qui ont été mis en place. Donc il y en a un en France auquel on est partie prenante, et il y en a également dans divers pays européens. Alors, il y a la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, je crois, vient de rejoindre l'écosystème. Et donc il y a toute une partie des réflexions qui sont faites aussi à ce niveau-là, avec des position papers qui ont été mis en place et qui viennent structurer un petit peu les services qui sont attendus de GaiaX et qui s'inscrivent aussi dans le travail qu'on fait sur et la construction des plateformes. Alors, dire qu'au niveau européen, il y aura une plateforme du secteur agricole, je ne pense pas que ce soit le cas. Par contre, ce qui est important, c'est de travailler sur l'interconnexion entre ces différentes plateformes, puisque de toute façon, on a plein d'opérateurs qui travaillent au niveau européen, donc on est obligé d'avoir une certaine uniformité. On n'est pas dans l'objectif de travailler uniquement sur nos secteurs franco-français. C'est juste pas possible. Alors, nous, lorsqu'on parle de souveraineté de la donnée, hein, c'est une souveraineté qui n'est pas forcément déjà nationale. On parle de souveraineté pour les propriétaires de données dans leur propriété intellectuelle, hein, de garder cette propriété intellectuelle et leurs usages. Donc on va parler aussi dans cette logique-là de souveraineté sur des technologies françaises. Donc nous sommes une gouvernance, je dirais, composée d'entreprises françaises et d'institutions françaises. Les technologies, donc la place de marché est basée sur une technologie française d'une société qui s'appelle Dawex. La société ConsoTrust est une société française. Nous nous inscrivons également dans le projet GaiaX, donc qui a été évoqué. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, nous adressons les entreprises françaises. Demain, pourquoi pas avoir à un moment un positionnement européen. Bon, et nous sommes une entreprise donc mondiale. Par contre, donc l'outil qu'on développe et les données qu'on utilise sont récoltées aujourd'hui dans 9 pays en Europe, en Afrique du Sud, et ensuite au Canada, aux États-Unis, Brésil et Argentine. Donc en fait aujourd'hui, cette répartition ou le développement commercial de FieldView et donc aussi l'utilisation des données de FieldView s'opère dans l'ensemble de cette géographie-là. Voilà. Oui, merci. Alors du coup, ça me pose quand même une question, parce qu'en agroalimentaire, bon, si on n'avait que des produits entrants qui étaient que français, ce serait bien. On prend que les épices, par exemple. Comment ça va se passer du coup pour l'agroalimentaire? Parce que s'il n'y a pas les données d'entrée, il va y avoir un trou dans la raquette, j'allais dire. Alors, nous, on importe l'infrastructure, la structure. Après, aujourd'hui, les entreprises qui viennent adhérer à Numalim et, je dirais, utiliser Numalim, à un moment, sont des entreprises qui
sont des entreprises françaises, mais avec une existence internationale, une présence et un rayonnement international. Donc, nous, on met à disposition, on va dire, ce réservoir. Ces données-là viennent effectivement à travers le monde et oui, l'initiative et la structure restent françaises dans sa technologie. Voilà. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Merci. Ma question est plutôt pour Numalim. Comment vous vous positionnez vis-à-vis d'acteurs de type Yuka qui veulent communiquer vers le consommateur à partir de données d'origines diverses et variées? Voilà. Est-ce que c'est des acteurs qui pourront, par exemple, se plugger en s'abonnant chez vous et plugger sur les données, ou voilà, comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, on se veut être au cœur de l'écosystème technologique, industriel. Donc, on va parler d'applications. Vous parlez de Yuka, qui est une des plus connues, mais d'autres avec qui nous échangeons de près. Pour l'objectif, c'est qu'ils viennent se connecter à ces données-là, qui seront justement fiabilisées. Vous parlez aujourd'hui de différentes sources de données qui existent, et on le sait par rapport à des audits précis, qu'aujourd'hui, en moyenne, quelles que soient les sources de données internes ou externes, comportent 30% de fiches produits avec au moins une erreur. Donc, ce qui n'est pas acceptable, entre guillemets, pour le consommateur, puisque les calculs composites qui sont faits avec des Nutri-Score doivent être, pour être pertinents, basés sur des données fiables. Donc oui, l'objet, c'est que ces applications et d'autres acteurs technologiques participant à la diffusion de l'information, excusez-moi, vis-à-vis du consommateur, viennent se connecter avec Numalim. Une autre question? C'est vrai que c'est toujours complexe pour moi, hein, au niveau de la data. Pour le consommateur, moi je me mets à la place du consommateur. Finalement, j'ai bien compris, tu garantis la structure, voilà, la structure, la fiabilité, l'objectivation de la donnée. Il y a des données qui viennent du monde agricole, il y a des données qui viennent des machines. Et on a cité d'autres sites qui permettent d'avoir des informations sur les produits pour les consommateurs. In fine, qui va donner l'information aux consommateurs? Parce que soit ça va, on peut se plugger dans un sens ou dans l'autre. Quelle est la référence pour le consommateur? Alors, la diffusion de l'information vers le consommateur, donc ce n'est pas Numalim, comme vous l'avez compris, ce sont bien souvent les acteurs de la distribution et les industriels, et à travers donc les sites e-commerce qui se sont fortement développés. L'ensemble des applications. Aujourd'hui, nous parlons de la donnée, on va dire, numérique, mais les outils les outils uniques et puissants que propose Numalim pour la fiabilisation servent, je dirais, en interne aussi, puisque c'est l'entreprise aujourd'hui, toute entreprise à travers des audits est noyée sur le rework pour essayer d'avoir une donnée la plus fiable possible, mais avec de médiocres résultats, malheureusement, parce que la tâche est complexe. Donc aujourd'hui, c'est dire, venez traiter vos données dans Numalim, les récupérer, et derrière les usages qui sont après... on discutait avec une dirigeante qui voit en l'outil dire, tiens, moi déjà pour mes packaging, avant de les envoyer en impression, eh bien c'est un outil, plutôt que d'avoir deux personnes qui vont recontrôler un tableau Excel, eh bien, ça va me permettre d'être plus sûr, d'avoir un meilleur contrôle qualité avant d'envoyer une impression. Des contrôles des GCCRF, en disant, voilà, il n'y a pas de valeur légale, attention, mais de dire, voilà, lorsque je suis contrôlé, je mets des outils en œuvre pour avoir une fiabilisation optimum de ma donnée. Et on va aller sur des notions beaucoup plus importantes, comme les notions d'allergènes. Là, qui sont des notions fortes en termes sanitaires et au niveau du consommateur. Et on le constate, vous allez sur une fiche produit sur un site e-commerce, elle va manquer ou erronée. Et les enjeux sont graves. Donc voilà, si j'ai répondu à... Oui,
Je pensais, je me mets toujours à la place des consommateurs. On a énormément de sites qui donnent des scores. Finalement, on se demande l'origine de la donnée, enfin la vérification et l'origine de la donnée. Donc c'est pour ça que, un peu tout à l'heure, on a parlé j'allais dire, d'un espèce de label. Mais on peut l'appeler comme on veut, mais c'est vrai que c'est avoir une garantie. Effectivement, à un moment donné, la donnée est garantie, mais elle est transformée. Donc finalement, à ton stade, là, elle est bien validée, elle est utilisée, récupérée et utilisée et repackagée et reproposée différemment. Donc, la question qui se pose derrière ça, c'est qui a un pouvoir de prescription auprès des consommateurs. Ce que nos structures apportent, c'est une donnée la plus fiable possible pour que ces prescripteurs fassent des propositions qui sont les plus fiables possibles. Après, ça reste eux qui ont la main sur les critères, éventuellement le consommateur, parce qu'il y a certaines applis où ils les choisissent, mais la question de la personne qui donne l'information au consommateur, il n'y a pas de réponse. C'est qui est le prescripteur. Nous, on va amener des informations les plus objectives et les plus fiables possibles. Après, oui, se pose plein de questions derrière sur l'usage. Effectivement, oui. Et ce qui n'est pas le cas, je dirais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de données fiables quand on voit les niveaux d'erreur. Donc au moins, on offre à ces acteurs cette possibilité-là. c'est le premier niveau de garantie pour ces utilisateurs-là. Oui, tout à fait, mais on parle, je rends la parole, mais on parle de Yuka qui est le plus connu parce que c'est X millions. Aujourd'hui, donnera toujours plus de crédibilité, une information toujours meilleure et intègre in fine au consommateur s'il s'appuie sur une base de données qui est pas fiable à 100%, ça n'existait pas, mais on va dire à 97% ou 98% parce qu'il y a toujours du résiduel, des erreurs résiduelles. Mais voilà, ça apporte de la confiance à travers cette transparence et cette responsabilité, puisque les acteurs vont aussi pouvoir communiquer autour de ça. Et côté climat, là, c'est la vision du consommateur, c'est la vision de l'agriculteur à travers les données qu'il transmet. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas, en fait, on ne communique pas directement vers le consommateur. Donc on n'a pas de lien direct avec le consommateur. Le lien avec le consommateur peut être créé via un tiers qui est en contact avec l'agriculteur. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on parle beaucoup de données, de flux de données. Enfin, on va parler de flux de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, notamment aussi dans le cas des données agricoles, les formats sont extrêmement différents et les utilisations sont très différentes. Donc quand on prend un outil comme le nôtre, qui renferme des données qui ont été produites par l'agriculteur, ces données-là peuvent être intéressantes aussi pour une autre plateforme. Donc c'est l'écosystème dont on parle. Donc cette autre plateforme, ça peut être une plateforme qui est branchée avec une filière. Donc je peux parler par exemple de ce qu'on appelle des farm management systems qui sont aujourd'hui développés dans les coopératives agricoles, utilisés dans les coopératives agricoles. Donc l'intérêt en fait, c'est pour l'agriculteur d'être capable de transférer un certain nombre de données qui sont récoltés sur son exploitation via un farm management system à la COP qui est en lien avec la filière. Et la COP, avec le consentement de l'agriculteur, peut ensuite utiliser un certain nombre de ces données à transmettre à la filière. C'est là où je pense que l'Humagri rentre en jeu. Donc on peut créer des ponts de fiabilisation. Voilà. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un pont de données, ça coûte une fortune. Pour créer un pont en fait, entre nous et un système tiers, ça coûte très très cher. D'accord ? Donc la donnée, le pont lui-même coûte très cher parce qu'il faut du développement informatique derrière. Et ensuite, le coût de fiabilisation aussi du pont et de la donnée coûte très cher. Ce qui fait que aujourd'hui, le nombre de ponts qui existent entre différents systèmes est très faible. Il y a très peu de ponts. Et en fait, demain, si on souhaitait vraiment être capable de faire circuler l'information plus librement, il faudrait qu'on trouve des protocoles qui nous permettent de nous affranchir du coût de ces ponts. Voilà, quelque part. Donc, nous, le lien avec le consommateur n'est pas direct, mais on est en faveur, si l'agriculteur est d'accord, via d'autres systèmes, à faire en sorte que l'information puisse circuler. Je ne veux pas répondre à leur place qui sont dans la salle, mais c'est le rôle d'Agdata pour le coup.
Clairement, c'est d'avoir un seul pont unique pour pouvoir assurer la connexion avec tous les autres opérateurs, ce qui permet de réduire les coûts pour tout le monde. Ok. Y a-t-il des questions? Non. Pas d'autres questions? Après, il y avait une question sur laquelle je vous avais interrogé, c'était sur le... on a un peu répondu tout à l'heure, mais les entrants, même avec les accords commerciaux à droite à gauche qui commencent à s'ouvrir, est-ce qu'ils vont suivre parce qu'à un moment donné, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on reste dans un écosystème dans lequel on va enrichir la data. Tout le monde est gentil dans le système, hein, français et européen. Quand il s'agit d'avoir des informations qui viennent d'autres pays, on a énormément de difficultés. Les producteurs français s'en plaignent. Hein. Et comment ça va, justement? Est-ce que vous pouvez faire la police? Est-ce que ça va être un régulateur? Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un apport sur une régulation là-dessus ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est souhaitable ou si c'est le bon chemin. Pour expliquer, Numagri, on a des acteurs qui représentent l'amour agricole autour de la table. Donc notre intérêt est de mettre en avant les productions françaises. Et on n'a pas forcément intérêt que les produits qui rentrent de l'étranger aujourd'hui aient le même niveau d'information, puisque pour nous, c'est quand même une plus-value pour placer nos produits. Donc ça, j'ai envie de dire, voilà, c'est un exemple, mais la vraie réponse à votre question, c'est que va demander le marché? Est-ce qu'il accordera une importance à un produit avec de l'information associée, ou est-ce que ce n'est pas un critère différenciant? Et dans ce cas-là, on aura une première réponse qui est que les produits étrangers rentreront sans information et circuleront sur le même marché. Ça veut dire que l'utilisateur de la donnée, il faut qu'il puisse faire la différence entre un produit extérieur et un produit. Et donc, on est sur la problématique des ponts et savoir qui, in fine, va utiliser la donnée finale, quoi, le consommateur. Alors, il y a un volet réglementaire sur l'origine des produits. Et après, la question de l'information augmentée, c'est quelle valeur on donne à cette information augmentée associée au produit. Oui, donc vous avez une valeur, mais il va falloir quand même que quelqu'un utilise cette valeur-là au profit de cette valeur-là. Donc, c'était ma question du début, c'est que vous avez l'impression qu'on est toujours dans le bas niveau en train de structurer, ce qui est très bien, hein, mais l'utilisateur final, lui, il ne verra pas la différence, sauf si on lui donne l'information. Si je peux me permettre, c'est un peu le débat qu'il y a eu dans la table ronde précédente. Donc je parle pas au nom de l'entreprise en fait en parlant de ça, mais effectivement, on table sur le fait qu'un consommateur informé sera un meilleur consommateur et consommera davantage un produit pour lequel il est informé. Mais c'est un pari. C'est un pari. On n'a pas la réponse aujourd'hui. On a des tendances qui sont peut-être conjoncturelles, si j'ai bien compris, ou structurelles. Aujourd'hui, ça reste encore à définir. Après, on peut imaginer que dans un avenir proche, effectivement, pour le consommateur, d'avoir à disposition uniquement ou essentiellement, d'un point de vue réglementaire, des produits qui sont renseignés, ça peut éventuellement aussi probablement créer en fait une sorte de protection. On peut estimer qu'il y aura peut-être une sorte de protectionnisme non affiché en Europe. Ça peut être une direction politique. Mais bon, tout ça, ça reste à définir. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou d'autres commentaires? On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Je vous remercie tout le monde et puis les 3 intervenants. Merci beaucoup. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Merci à tous.